le deuxième était... Salut mes petits loulous! Quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle édition des news de ce mois d'octobre. Il y a encore de belles choses à venir, croyez-moi. J'espère que cette nouvelle salve de nouveautés vous plaira et que vous aurez autant de plaisir à les découvrir que moi à vous les présenter. Alors, sans plus attendre, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans les news du Commodore 64, 10e édition! Mes petits loulous, on commence les news du Commodore 64 d'octobre avec du lourd, du très lourd même. Et oui, comme vous pouvez le voir, il s'agit bien de Little Big Planet, le très célèbre hit dont le premier épisode est sorti en 2008 sur PS3. Little Big Planet sur Commodore 64, mais qui aurait pu penser à en faire une version C64 ? Qui d'autre que Mark Healey, cofondateur de Media Molecule et directeur créatif de Little Big Planet. Eh bien oui, c'est bien lui qui s'est attelé à ce projet et a commencé à coder pour le bon vieux Commodore 64. Et je dirais même à recoder, car pour Mark, le C64 fut son premier ordinateur et il a même travaillé sur plusieurs jeux qui ont été publiés dans le passé comme KGB sorti en 1989 chez Codemasters, Beef sorti en 92 chez Beyond Relief, Fun School Special édité en 92 chez Europress Software, Sleepwalker sorti chez Ocean en 1992 également, et Hook sorti aussi chez Ocean. Pour en revenir à Little Big Planet, vous êtes Sackboy, un jouet en toile de jute qui se déplace dans un terrain de jeu miniature. Il peut courir, sauter et saisir des objets. L'objectif est de traverser chaque parcours d'obstacles aussi vite que possible tout en collectant autant de bulles que possible. Parfois, il faudra saisir des objets et les déplacer pour parvenir à la fin du niveau, comme par exemple le skateboard géant sur lequel Mark est en train de travailler en ce moment. Little Big Planet sur C64 sera une véritable aventure totalement inédite. Il serait peut-être question d'un voyage dans le temps où nous serions coincés dans les années 80. J'adore cette idée-là, moi. Le nombre de niveaux n'a pas encore été déterminé, mais Mark aimerait donner à chaque niveau une saveur et un thème unique. Le développement du jeu en est presque à mi-chemin. Il reste beaucoup de choses à faire, comme terminer les arrière-plans animés, programmer les commandes et la physique du jeu, ajouter l'interface utilisateur, mais aussi créer les différents niveaux du jeu. Mark développe Little Big Planet seul sur son temps libre et comme il est très occupé, le jeu avance tout doucement. Mais il vaut mieux attendre un peu plus longtemps et avoir une superbe réalisation plutôt qu'un jeu bâclé, n'est-ce pas ? Il n'y a donc pas de date de sortie pour l'instant. J'espère vraiment un jour pouvoir jouer à ce très grand jeu sur mon bon vieux Commodore 64 et pourquoi pas sur une cartouche tout droit sortie d'une belle grosse boîte en carton. Mais ceci est une autre histoire, mes petits loulous. Si vous utilisez Google Chrome, vous devez sûrement connaître le célèbre jeu T-Rex qui est accessible lorsqu'il n'y a plus de connexion internet. Petite astuce, sachez que ce jeu est accessible aussi en tapant chrome //dino/ dans la barre d'adresse.
Maciej, qui est le développeur de T-Rex 64, a appris à coder depuis le début des années 90 quand il a eu son premier ordinateur, je vous le donne en mille, un Commodore 64 évidemment. Et depuis toutes ces années, il a toujours voulu créer un jeu vidéo. Il s'est donc tout naturellement tourné vers son premier ordinateur. De nos jours, avec tous les outils de développement moderne mis à sa disposition pour la plupart gratuitement, il est devenu beaucoup plus facile d'écrire un jeu sur C64. Des outils comme Charpad, Spritepad ou encore GoTracker pour la musique sont finalement plutôt simples d'utilisation. Je ne vous cache pas qu'il faut néanmoins avoir des connaissances en assembleur et c'est cette partie-là du développement qui m'a toujours posé problème. Bref, Maciej, lui, il a les connaissances nécessaires et il a créé sa propre bibliothèque pour KickAssembler. Il a voulu dans un premier temps créer un jeu à scrolling simple avec un défilement latéral. Il s'est donc retrouvé avec un clone du fameux T-Rex de Google, avec des graphismes monochromes très similaires, puis de fil en aiguille, des couleurs ont été ajoutées au décor et aux sprites, puis d'autres graphismes différents au fur et à mesure que l'on avance dans les niveaux. Justement, en parlant de graphisme, je tenais à vous préciser que les graphistes qui ont participé au développement de T-Rex 64 ne sont autres que les filles de Maciej. J'imagine le bonheur et la fierté pour un papa passionné de pouvoir faire participer ses enfants dans la création d'un jeu vidéo. Bravo en tout cas pour ce jeu réalisé en famille. La majeure partie du code est terminée, il reste juste quelques bugs à corriger. Une version NTSC sera également prévue. La création des niveaux en est à 30%. 2 autres mondes seront ajoutés, comportant 3 à 5 niveaux chacun, pour un total de 15 niveaux maximum. Maciej m'a précisé que le nombre final dépendra de la mémoire restante car le jeu se chargera en une seule fois. T-Rex 64 devrait être terminé si tout va bien pour la fin de l'année. Pour l'instant, aucune version physique n'est prévue, mais si la qualité finale du jeu en vaut la peine, cela pourra être envisagé. Un éditeur a déjà d'ailleurs manifesté son intérêt. C'est en ressortant les archives de son jeu Undead jamais terminé datant de 1990 pour les partager sur internet que le graphiste Mia, l'un des concepteurs, a été surpris par tous les retours positifs. Devant tout cet engouement, l'équipe a décidé de reprendre le flambeau et de terminer leur projet de plus de 30 ans. Undead se déroule dans un état fictif appelé United Remains of Murica ou Muraika, je ne sais pas trop comment prononcer ce mot, qui est en proie à une épidémie de zombies. Un vaccin a été trouvé, mais il se trouve dans un laboratoire gardé par les morts-vivants où se trouve également prise en otage toute une équipe de scientifiques. Vous êtes John Plisken et votre mission sera donc d'aller récupérer le vaccin, mais d'après Mia, il n'y aura pas que ça. Le héros du jeu est bien évidemment inspiré de Snake Plissken, joué par Kurt Russell, héros du film préféré de Mia, New York 1997. Le jeu sera décomposé en au moins 6 niveaux différents, avec des graphismes qui suivront la progression du joueur dans l'aventure. Chaque écran sera une image bitmap différente de 160 par 100, entièrement dessinée à la main, chargée à partir de la mémoire de masse qui sera une cartouche et qui s'affichera au fur et à mesure. Un sacré boulot de réalisation tout de même. L'équipe est donc repartie sur une base de développement complètement différente de celle qu'ils avaient utilisée en 1990. Avec les outils de développement actuels, il est désormais plus facile de travailler sur un gros projet comme celui d'Undead. Mia a déjà commencé à produire du graphisme et il m'a d'ailleurs envoyé le premier écran du jeu au début de la partie. Il a pour l'instant réalisé 2 écrans en 2 semaines, ce qui est vraiment pas mal en considérant qu'il ne travaille sur le projet que sur son temps libre. Pour l'instant, il n'y a aucune date de sortie en prévision, ce qui est normal puisque le projet vient tout juste de redémarrer et comme je vous l'ai déjà dit, c'est juste un loisir, donc comme m'a dit Mia,
Le jeu sera terminé quand il sera terminé. Un éditeur est déjà sur le coup pour une éventuelle sortie en boîte. Le jeu sera sur support cartouche, ce qui permettra d'avoir une mémoire de masse considérable pour y stocker entre autres tous les graphismes du jeu et pouvoir y avoir accès très rapidement. Si ce projet arrive à terme, ce que je souhaite, Undead devrait être un jeu de malade mes petits loulous. Affaire à suivre donc de très près. Une chose est sûre, les nouveaux jeux en cours de développement ou même ceux sortis ces dernières années sur Commodore 64 ont très rarement été des jeux de ski. Je dirais même qu'il n'y en a pas vraiment eu. Eh bien, Rustle Mills sort des sentiers battus pour nous proposer un véritable jeu de ski. L'idée lui est venue d'un jeu auquel il a beaucoup joué sur Microsoft Entertainment Pack 3 et qui s'appelait Ski Free. Un simple jeu de ski avec un parcours de slalom, mais après avoir parcouru 2000 mètres, un Yeti surgit, vous court après et une fois qu'il vous a attrapé, la partie est terminée. Il a d'abord voulu recréer cet élément du jeu sur le Commodore 64, mais le projet a beaucoup évolué et il y a maintenant un mode histoire dans lequel vous arrivez à la montagne pour enquêter sur la disparition mystérieuse de votre ami. Finalement, vous apprenez l'existence de ce fameux Yeti et devrez percer le mystère qui se cache derrière si toutefois vous arrivez à quitter la montagne en vie. Il y aura pas mal de choses à faire dans Ski Free 64. Vous pourrez vous balader dans la station de ski pour enquêter, mais je n'ai malheureusement pas d'image à vous montrer pour l'instant car cette partie du jeu est actuellement en cours d'élaboration. Vous pourrez également choisir entre plusieurs courses de ski différentes. L'ambiance du jeu deviendra de plus en plus sombre au fur et à mesure que vous progresserez et que vous en apprendrez plus sur l'histoire de la montagne. Plutôt intriguant tout cela, hein ? Surtout qu'il y aura aussi des grottes à explorer dans lesquelles vous serez enfermé. Il vous faudra alors trouver la sortie pour vous en échapper. L'équipe qui travaille sur le projet comporte 3 personnes. Rustle Mills qui s'occupe des graphismes et du code, Retro Gamer Nation, lui s'occupe du scénario et Rolly le musicien. Pour le moment, il n'y a pas de date de sortie, l'équipe travaille sur son temps libre mais avance très vite. Le jeu est développé pour sortir en format cartouche pour l'instant en démat, mais Protovision aurait déjà montré un certain intérêt pour une éventuelle édition physique, mais rien n'est encore confirmé pour l'instant. Et voici Lester, un magnifique jeu de plateforme dans la plus pure tradition des Metroidvania inspiré des versions MSX, mais aussi par des productions plus modernes comme Mini Ghost par exemple. Knife Grinder, le développeur a délibérément choisi le Commodore 64 pour Lester, car tout simplement parce que son premier ordinateur fut un Commodore. Un Commodore 16 plus précisément, mais il passa rapidement au Commodore 64 et jamais sans ces machines il ne serait devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est pour toute une partie de sa jeunesse passée sur ces machines et sa carrière dans l'informatique qu'il a voulu rendre hommage au Commodore 64. Et c'est beau mes petits loulous, et je tenais à vous le préciser. Le jeu se déroule dans une station spatiale en construction où les drones de sécurité sont devenus de dangereuses machines prêtes à tout pour anéantir quiconque osera s'en approcher. En effet, une IA maléfique en aurait pris le contrôle. La R2020, baptisé Lester, est un droïde expérimental de nouvelle génération avec une intelligence artificielle consciente envoyée sur place pour résoudre le problème, mais pas que cela.
Knife Grinder m'a confié qu'il y aurait aussi une histoire de combustible nucléaire dans cette station spatiale avec une situation de fin du monde. Mais il n'a pas voulu trop rentrer dans les détails, ce que je comprends car je pense qu'il ne veut pas trop en dévoiler pour l'instant. Voilà pour le synopsis. L'ensemble du jeu est réparti sur un total de 64 écrans qui se trouvent sur une carte divisée en 5 zones dont certaines ne seront accessibles que si vous êtes en possession de divers objets comme un bouclier anti-rayonnement, une visière infrarouge ou simplement un pass. Chaque zone aura son propre style graphique et sa propre bande son. Lester pourra également, au fur et à mesure de sa progression dans la station, récupérer divers objets qui lui permettront, entre autres, de faire évoluer son armement. Vous pourrez sauvegarder votre partie par un système de checkpoint, ce qui sera bien pratique pour ne pas toujours tout recommencer depuis le début à chaque fois que vous mourrez. Le développement du jeu en est à 70%. Le moteur est presque terminé, il reste encore à travailler sur l'IA des ennemis et à peaufiner certains éléments de gameplay. Idéalement, Knife Grinder aurait vraiment aimé terminer son jeu avant Noël, mais il prévoit, de manière beaucoup plus réaliste, que Lester sera fini pour le premier semestre 2022. Et oui, ça va faire long, mais je pense que ça vaut vraiment le coup d'attendre. Mais si vous êtes pressé d'essayer Lester, alors soyez attentifs au magazine Zap 64 car une version démo jouable est en cours de développement et devrait faire partie de la disquette d'un prochain numéro. Pour le moment, rien n'a été décidé sur une éventuelle sortie en boîte, mais vu la qualité de réalisation de ce jeu, cela va sûrement se faire, croyez-moi. Si vous suivez les news du Commodore 64 tous les mois assidûment, et je n'en doute pas un instant, vous allez peut-être vous rappeler de Rogue 4K, un petit roguelike qui avait été développé à l'occasion d'un concours caritatif organisé par Bitmapsoft visant à regrouper 50 jeux sur une cassette, comme dans la fameuse cassette 50 éditée chez Cascade à l'époque. Aujourd'hui, Rogue 4 a bien changé puisque Ricky Sickenger et son équipe Badger Punch ont décidé de grandement l'améliorer. Badger Punch, c'était eux qui avaient développé Showdown en 2020, un jeu très inspiré du très ancien Gunfight sorti en 1975. Dans Rogue 64, vous incarnez Zendar, un explorateur à la recherche de trésors et de gloire dans les donjons de Mort-de-Koum. Les rumeurs disent qu'il y aurait un objet magique au fond d'un donjon et votre quête sera de descendre jusqu'au dernier niveau et le trouver. Mais comme dans la vraie vie, tout n'est pas si simple non plus dans les jeux vidéo. En effet, les cavernes maléfiques sont peuplées de créatures très hostiles, tapies dans l'ombre et qui n'attendent qu'une chose, vous zigouiller mes petits loulous. Et plus vous allez progresser dans le jeu, plus elles seront coriaces. Pour cette nouvelle version, encore en développement, il y a maintenant une belle page de présentation, de la musique, des nouveaux graphismes ont remplacé les anciens petskis, le jeu dispose maintenant d'une vraie fin, alors que Rogue 4 n'en avait pas car le jeu tournait en boucle. Il y a désormais un inventaire et donc plusieurs objets à ramasser pour progresser dans l'aventure. Il y a maintenant plus de monstres, le jeu est aussi beaucoup plus grand avec un système de génération procédurale des niveaux, ce qui permet d'avoir à chaque nouvelle partie des niveaux complètement différents. Le jeu se joue entièrement au joystick. Rogue 64 est actuellement terminé à environ 80%, Ricky doit encore ajouter quelques fonctionnalités supplémentaires, faire la chasse aux bugs, peaufiner encore quelques petites choses et en parallèle commencer les phases de bêta-test. Je n'ai pas eu de date précise pour la sortie de Rogue 64 pour l'instant, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est prévue avant Noël. Je vous donnerai plus de précisions dès que j'en saurai davantage. Sachez tout de même qu'en plus de l'édition des maths, le jeu fera l'objet d'une édition physique en cartouche et qu'il sera publié par Bitmapsoft.
Cela fait des mois que je suis les tweets de Sarah Jane Ivory concernant le développement de son RPG à la japonaise Briley Witch Chronicles. Et ça y est, il est enfin disponible sur sa page itch.io en téléchargement pour 10$. Alors j'en vois déjà certains criant au scandale en prétextant que 10$ pour un jeu dématérialisé, qui plus est pour Commodore 64, c'est beaucoup trop cher. Moi personnellement, je ne trouve pas. Car c'est un jeu énorme qui a mis le temps à arriver, ultra peaufiné, avec une histoire magnifique. Et les jeux de Sarah sont réputés pour être de très très bonne qualité. Dans cette fabuleuse aventure, vous êtes Briley Forrester, une jeune fille de notre époque qui se retrouve pendant une séance de méditation chez elle, transportée dans un monde étrange et inconnu dans lequel elle va devoir apprendre la magie pour survivre. L'aventure commence dans le village de Meeple où vous et votre chat Smokey allez être hébergés par Léophard et sa femme pour lequel vous allez devoir travailler en échange de leur protection. À l'aide d'un puissant grimoire qu'il vous faudra trouver, vous allez devoir apprendre la sorcellerie pour survivre dans ce nouveau monde qui s'ouvre à vous. Le jeu est tout simplement gigantesque. On rencontre beaucoup de personnages avec lesquels on peut discuter. Il y a des centaines de lieux différents à explorer. Il vous faudra un minimum de 16 heures pour terminer le jeu en mode normal. Il manquait vraiment au Commodore 64 un RPG à la japonaise, et bien maintenant ce manque est comblé avec cette grande aventure. Les combats sont dans la plus pure tradition des RPG japonais, c'est-à-dire au tour par tour. Vous pourrez ramasser divers ingrédients pour les mélanger et créer des potions magiques. Le jeu prend en charge les joysticks à 2 boutons, il a été conçu pour pouvoir être joué comme sur une console de jeu, c'est-à-dire sans jamais avoir besoin d'utiliser le clavier. Vous pourrez sauvegarder votre partie à tout moment. Il est au format cartouche Easy Flash, vous pourrez donc mettre le fichier CRT dans votre Kung Fu Flash ou votre 1541 Ultimate 2. Il fonctionne également sur The C64, le C64 Mini et l'Ultimate 64. Au moment où j'écris mon texte, je n'ai pas trouvé de date de sortie pour la version boîte, qui devrait être à la base éditée par Protovision, mais d'après ce que j'ai lu sur Twitter, il se pourrait que cela ait changé. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres informations à vous fournir là-dessus, mais sachez que dès que j'en aurai, je vous en ferai part. Et pour terminer, sachez que Sarah Jane Ivory est déjà en train de réfléchir à un futur Briley Witch Chronicles 2. Avez-vous déjà entendu parler du Mega 65, un tout nouvel ordinateur 8 bits complet fonctionnant 40 fois plus vite qu'un Commodore 64 tout en étant compatible avec ce dernier? En effet, le Mega 65 est conçu pour offrir à la fois la compatibilité du C64 et du C65, qui lui était un ordinateur prototype créé par Commodore au début des années 90. Il était censé être compatible avec l'ancien modèle tout en offrant un certain nombre de fonctionnalités avancées proches de celles de l'Amiga. Le C65 était équipé de la nouvelle puce graphique, le VIC-3, capable de produire 256 couleurs à partir d'une palette de 4096 en 320 par 200. Mais il était possible aussi d'afficher des graphismes plus fins, avec une contrepartie certes, une limitation du nombre de couleurs. En effet, on pouvait ainsi afficher une image jusqu'à 1280 par 400, mais en seulement 4 couleurs. Cet ordinateur disposait de 2 puces SID 8580 produisant un son stéréo, 128 kilo-octets de RAM extensible à 1 méga, ainsi que 128 kilo-octets de ROM et un lecteur de disquette 3,5 pouces intégré. Malheureusement ou heureusement, cet ordinateur n'a jamais été commercialisé. Commodore a sans doute dû juger que les ordinateurs 8 bits n'avaient plus leur place dans un monde où les Amiga et autres Atari ST étaient déjà très bien implantés.
Quelques prototypes ont néanmoins vu le jour, mais ils se vendent à des prix complètement délirants. Le Mega 65 est donc, comme je vous l'ai dit, un nouvel ordinateur 8 bits spécialement destiné aux geeks férus du Commodore 65 et aussi du Commodore 64 bien évidemment. Il est complètement open source, il y aura donc souvent des mises à jour pour améliorer la compatibilité avec les deux machines. Des jeux sont actuellement en cours de développement pour le mode Commodore 65, comme par exemple Another World. Il y a même un concours dont les inscriptions ont démarré le 4 septembre et finiront le 4 décembre. Donc, si vous êtes développeur, vous pouvez toujours vous inscrire et pourquoi pas gagner un des lots mis en jeu. Et si vous êtes le grand gagnant, alors là, jackpot! Vous remporterez un magnifique Mega 65 complet flambant neuf. Le Mega 65 est vendu dans une coque qui reprend exactement le même design que celle du Commodore 65. Il est équipé d'un FPGA, d'un clavier spécial avec tous les caractères ASCII imprimés sur les touches comme sur les vrais Commodore. 2 emplacements pour carte SD, un potentiel sonore impressionnant équivalent à 4 SID, un contrôleur vidéo VIC 4 avec sortie vidéo VGA et HDMI, un lecteur de disquette 3,5 pouces, le port cartouche compatible C64 est bien présent, ainsi qu'une prise série pour brancher un lecteur de disquette en externe compatible avec les modèles 1541, 1571 et 1581. Il sera possible d'ajouter un port cassette ainsi qu'un port user. Les trous dans le boîtier sont déjà prévus pour ça. Il sera possible également d'ajouter de la mémoire supplémentaire et même de vraies puces SID sur la carte mère. L'ordinateur est livré avec une version de GEOS spécialement optimisée pour la bête. Comme vous devez sûrement vous y attendre, le prix est assez élevé, mais comme il s'agit d'une petite production, cela n'est finalement pas étonnant. Il faut tenir compte du prix de fabrication de chaque élément, comme le moulage du boîtier et des touches du clavier. Le prix des composants électroniques présents dans la machine et le prix pour souder tout cela sur la carte mère. Vous allez donc devoir débourser la somme de 816 € pour pouvoir acquérir ce petit bijou. Malheureusement, les 400 premiers exemplaires sont déjà tous vendus, mais il vous sera possible de le précommander dès aujourd'hui. Et oui, une nouvelle commande de 1000 unités a été faite et sera livrée quelque part en 2022. Alors êtes-vous prêt à casser votre PEL pour un superbe Mega 65 ? Ah si j'étais riche, la 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 la, mais ce n'est pas le cas. Quelques records de vente pour certains jeux Commodore 64 sortis récemment, comme par exemple Soul Force, encore une fois de Sarah Jane Evory, qui vient de passer la barre des 1000 unités vendues, ce qui est tout simplement colossal pour un jeu sur un ordinateur de 1982. Et ce n'est pas tout, puisque son autre jeu de shoot, Zelda Wings, lui vient de dépasser les 1500 ventes. Mais le record de vente absolu est attribué à Sam's Journey de Knights of Beats, qui vient de passer les 3000 ventes. Il faut quand même savoir que ce dernier est sorti en 2017, alors que Soul Force, lui, est sorti il n'y a qu'un an. Sachez en passant que Sarah est actuellement sur un nouveau Zeta Wings 2 qui devrait sortir début 2022. Le petit monde qui tourne autour du Commodore 64 est vraiment incroyable. Je pense que nous avons encore de belles années devant nous. Mais combien de temps cela va-t-il encore durer ? Ça, personne ne sait. Et voilà, c'est déjà fini. Pour terminer cette formidable émission, je vous propose une superbe démo de 2016 signée par Fairlight qui s'intitule tout simplement We Are Demo. N'hésitez pas à monter le volume car vous allez encore halluciner devant les capacités sonores époustouflantes du Commodore 64.
En regardant cette démo, rappelez-vous bien que cet ordinateur est tout de même sorti en 1982, mes petits loulous, hein. 1982, et quand vous allez entendre le son que cette machine peut produire, vous allez dire non, c'est pas possible, c'est la 4e dimension, on est dans un film. Mais non, c'est la réalité. Allez, il est temps de vous laisser. Après avoir visionné la démo, je vous autorise à reprendre une activité normale. Quant à moi... Pour le pouvoir et la gloire de la lumière noire, je me retire. We are